Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vous propose un nouveau test de produit pour gamers. Aujourd'hui un clavier comme vous pouvez le constater devant vos yeux ébahis. Alors c'est le SteelSeries Apex. Apex il y en a deux. Et donc dans cette vidéo je vais à la fois vous le montrer, vous donner mon avis. Je l'ai utilisé pendant une grosse semaine en tant que clavier du quotidien. Donc je vais vous parler à la fois des fonctionnalités du clavier, les particularités du clavier, on va appeler ça ses specs si vous voulez. Mais il y a aussi des fonctions liées à ça. On va parler frappe, tout simplement, parce qu'un clavier à la base c'est quand même ça. Et pour les gamers, bien entendu, qu'est-ce qui vaut finalement en jeu? Je l'ai testé principalement dans des FPS. Je joue pas à des MMO ou à des MOBA, mais comme vous pouvez le constater, il y a toute une tripotée de macros, enfin de touches pour faire des macros ou de touches pour rajouter des raccourcis qui peuvent être vraiment utiles si vous jouez à des jeux avec beaucoup d'éléments dans l'interface, ce genre de choses tel qu'un MMO. Ensuite, donc je vais vous le montrer là. Ensuite, je vous parlerai également du logiciel qui est proposé avec. Et pour ça, on regardera mon écran là que je suis en train de également enregistrer sur mon ordinateur et j'essaierai de faire les deux en même temps. Pour commencer, juste un petit point sur les prix, le prix des deux, parce qu'en fait, il y en a deux. Le Apex, celui-ci que je suis en train de tester, il est à 99 €. On va dire 100 € parce que c'est 99,99. Ça c'est le prix qui est proposé, qui est on va dire mis en avant par SteelSeries sur son site. Vous pouvez le trouver un peu moins cher si vous vous débrouillez bien, enfin juste si vous allez sur Amazon par exemple. Et puis avec le temps ça va baisser. Et ensuite il y a le Apex Raw, RAW, ça veut dire brut en anglais. Et lui, il n'a pas tous ces systèmes de lumière. Alors attendez, je vais éteindre une de mes lumières en parlant de lumière. Et vous voyez, là, il y a des couleurs, etc. Vous le verrez un petit peu mieux. Quand je passerai sur les lumières, j'éteindrai toutes les lumières ambiantes, les différentes lampes que j'ai, pour que vous puissiez bien le voir. Et celui-ci, donc le RAW, il est blanc uniquement, on ne peut pas changer les couleurs, il est à 69,99, mais il y a également d'autres particularités au niveau des fonctionnalités, on va dire des spécifications de la bête. Et en introduction, je voudrais simplement aller voir justement sur le site de SteelSeries, ils expliquent exactement les différences entre les deux, on va regarder ça. Donc voilà, ça c'est le Apex. Alors vous voyez un peu mieux les couleurs peut-être. Là vous le verrez mieux un peu plus tard, vous inquiétez pas. Et donc au niveau des specs on va dire du clavier, on a des choses qui sont mises en avant qui sont pas inintéressantes. Première chose, c'est qu'on a du anti-ghosting. Alors j'en ai pas parlé juste comme ça, c'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier à membrane. Pour que ceux qui savent pas la différence, un clavier mécanique enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les claviers mécaniques parce que c'est une frappe qui est particulière, c'est réactif, ça tient sur la durée normalement. Celui-ci, c'est pas du mécanique, c'est à membrane, mais avec une bonne sensation quand même de frappe. Je sais pas exactement quelle est. Enfin, j'ai pas testé récemment de clavier mécanique, donc je le ferai peut-être prochainement et on verra à ce moment-là la différence entre les deux réellement. Mais je trouve que la sensation est agréable et donc bon, ça, on verra. On parlera de ça un tout petit peu après, mais simplement en introduction, je dis c'est un clavier pas mécanique, c'est à membrane. À côté de ça, on a de l'anti-ghosting, donc c'est ce qu'ils mettent en avant ici. Ça signifie tout simplement quoi? C'est que pour information, en fait, un clavier, on a les touches là que vous voyez ici, et ensuite derrière, on a apparemment des circuits. Bon, je connais pas très bien, je rentre pas dans les détails techniques parce que je les connais pas forcément, mais je me suis renseigné. En gros, on a un système de circuits et à chaque fois qu'il y a une touche qui est appuyée, ça fait un contact. Et il y a quelques soucis sur certains, enfin sur la plupart des claviers qui fait que si vous appuyez sur plusieurs touches dans une même zone en même temps, eh bien c'est ce qu'ils appellent le ghosting, où en gros ça va pas enregistrer la touche et ça va faire peut-être une autre touche même parfois, ce genre de choses. Et ça on va regarder ça un tout petit peu après. Effectivement il y a certaines touches qui sont anti-ghosting sur le Apex, à savoir les touches 1, 2, 3, 4, 5, le QZD pour le marché français, vous inquiétez pas, c'est pas le W. On a aussi F, Control, Shift et les touches de flèche, la touche Space. Donc ça c'est bien, si vous jouez à des jeux, il faut appuyer en même temps sur plein de touches, ben, normalement il n'y aura aucun souci. Donc c'est la première chose. Qu'est-ce qu'ils disent là? Oui, au niveau des couleurs du clavier, c'est 16,8 millions de couleurs. Bon, je vous montrerai l'interface dans un petit instant. Voilà, ça c'est l'interface en question. Ça c'est un mec qui fait une vidéo. Et quoi d'autre?
Il pèse un petit kilo 3, donc c'est pas rien, je trouve, pour un clavier, mais en même temps, il est posé sur votre table. Et il y a 88 touches que vous pouvez programmer. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'est des touches multimédia, il y en a 6. Voilà, ça, on passera en revue. Alors, autre chose, c'est la différence finalement entre les deux, le Apex et le Apex Raw. Bah là on voit la différence. Déjà il y a les systèmes de couleurs et là il y a un petit tableau qui est vachement pratique, donc je vais l'utiliser pour si ça vous va. Première chose, donc c'est les couleurs. On n'a pas de couleur, c'est que du blanc avec 8 niveaux de couleurs sur le brut, on va dire, on va l'appeler le brut. Donc on n'a pas les 5 zones de couleurs qu'on a sur le Apex. On a quand même l'anti-ghosting sur 20 touches avec 6 pressions en même temps possibles. On a 22 macros, keys, des touches macro, pardon, sur le Apex contre 17 sur le RAW. On a pareil ici, alors c'est quoi déjà les macro layers? Ça je suis pas sûr. Je crois qu'on peut avoir plusieurs niveaux de macro, je suis pas certain de ce que ça signifie, bon c'est pas grave. On a un petit truc et il y a une petite bump sur la touche Z, vous le verrez tout à l'heure. Les media keys, là il faut les through modifier key, a priori, ouais elles sont pas là. Là vous voyez il y a des clés, enfin des touches médias sur le côté, là on les a pas sur le RAW. Et on peut l'ajuster, ouais, dans les deux cas. Et ça va être à peu près tout si je regarde bien. Non, c'est quoi ça? Ah, le câble est pas gainé apparemment sur le RAW, ce qui est un peu dommage parce que c'est clair que c'est important. Il y a deux ports USB sur le Apex alors qu'il n'y en a pas sur l'autre. Et puis c'est à peu près tout, donc ça justifie la différence, comme ça au moins vous savez quelles sont les différences entre les deux. Alors, retournons à notre clavier. Il y a pas mal de choses à voir, ça va être probablement une vidéo assez longue, vu qu'en plus c'est ma première. J'espère que ça vous dérange pas trop. Alors, première chose, c'est vous avez la zone de clavier classique, enfin on va dire de frappe, avec une touche espace qui est 2 fois plus grande que on va dire le format classique. Vous voyez, ça c'est vachement. Moi personnellement à l'usage, je trouve ça vachement sympa. Ça fait que vous prenez un peu moins la tête peut-être quand vous l'utilisez et on prend l'habitude d'utiliser ce genre de touche. Et c'est vrai que moi qui vais revenir ensuite à mon clavier classique. J'aime bien ce petit ajout, c'est vraiment sympathique. Là, on a une touche Windows, là, on a la touche fonction SteelSeries qui permet notamment d'ajuster la luminosité de cette façon-là ou encore de changer. Qu'est-ce qui permet de faire d'autre? Il y a pas mal d'autres. On peut faire d'autres choses, on peut utiliser les fonctions, mais sinon, c'est à peu près tout. Je crois que c'est vraiment le truc principal qu'on peut faire avec. Après, il y a peut-être d'autres éléments, mais ça, je les ai pas localisés. Les touches sont plutôt ça, un bon feeling au toucher, pas de souci. Sur celle-là, on a deux petits reliefs pour repérer facilement le Z quand vous jouez. Je trouve ça un peu, honnêtement, je trouve ça bidon parce que les gamers sont habitués à leur clavier, ils savent exactement où se trouve QZD, quoi. C'est naturellement vos doigts se posent dessus, donc c'est pas forcément très pertinent, je trouve. Je vais le soulever un peu et on va en faire vraiment le tour. Je vous montrer cette touche-là, espace, qui redescend de cette façon-là. Ça, c'est plutôt sympa. Là, les petits reliefs juste ici, vous les voyez? Voilà. Ensuite, de ce côté-là, on a les touches de flèche avec des diagonales. Alors, honnêtement, je vois pas l'intérêt. En plus, je trouve ça pénible parce qu'en gros, pour ceux qui sont habitués à des claviers classiques, les flèches, c'est vraiment en forme de, comme ça, en forme de T à l'envers. Et vous les localisez très facilement en mettant vos doigts dessus et en sentant que, en fait, ici, il n'y a rien. Bah là, vous avez un gros bloc de touches et honnêtement, moi, j'ai toujours pas réussi à m'y habituer. Et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ces diagonales, elles servent à rien. Je les ai utilisées un peu pour certaines choses, pour voir un peu. C'est assez bizarre comme ce que ça fait. C'est pour les scrolls notamment, ça défile différemment, mais bon, voilà. Là, on a le classique, le pavé sur la droite, et ici les touches de gestion de la luminosité, et ensuite tout ce qui est lecture musicale. Ça, c'est des classiques, mais elles sont vraiment dédiées aux médias, donc ça, c'est plutôt sympa. Là-haut, on a tous les F, de 1 à 12, avec des M qui sont rajoutés juste au-dessus. Ce qui est assez sympathique, c'est qu'elles ressortent. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Voilà, vous voyez, ici. Et comme elles ressortent, eh bien concrètement, vous allez poser votre doigt dessus.
ici et ça va taper. Donc vous pouvez pas vous tromper concrètement, c'est pas vraiment possible. Et ça c'est assez intéressant. Notez que je sais pas exactement si toutes les... Enfin, j'ai testé par exemple avec mon logiciel de streaming OBS et les touches de macro qui sont rajoutées par SteelSeries, elles fonctionnent pas. Elles sont pas reconnues. Et ça, je sais pas pourquoi. Donc, normalement, vous allez pouvoir utiliser ces touches-là pour faire, par exemple, des binds dans des jeux comme Counter-Strike, d'achat, etc. et autres. Mais c'est pas impossible que ça fonctionne pas. Donc ça, je peux pas vous le garantir. En tout cas, vous en avez toute une tripotée là-haut et une rangée de 10 sur le côté. Donc qui est assez sympa, c'est facilement accessible si vous en avez besoin, si vous jouez avec les touches ici, toc, ça va assez vite. Là, les touches de L1 à L4, c'est juste pour les profils de lumière, et ça on regardera ça un petit peu après, mais je vous montre par exemple là. Là vous voyez le SteelSeries en haut à droite, il est un peu rose. Là il passe jaune, etc. Ça c'est voilà, il est bleu, mais on regardera ça un petit peu après. Donc ça c'est pour ce tour-là, on va regarder sur les côtés. On a des petites lumières également qui sont personnalisables. Donc là, elle est bleue, etc. Ça, c'est plutôt chouette. Par là, on a deux ports USB. Je pense que c'est du 2. Oui, c'est du 2.0. De toute façon, ça va dépendre de... Enfin, oui, clairement, c'est du 2.0 dans la mesure où après, si vous n'êtes pas branché sur du 3.0 de l'autre côté, ça sert à rien. Ici, pareil, la même lumière. On va regarder. J'ai du mal à le trimballer parce que c'est vraiment costaud ce truc. L'arrière, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on a juste des pads anti-glissement, on va dire, qui sont plutôt pas mal. Et on a, vous voyez, les pads, vous pouvez les enlever, ceux du haut. Et il y a d'autres pads qui sont proposés que j'ai pas là sous la main, ils sont dans la boîte. La boîte, je ne vais pas montrer, mais honnêtement, c'est juste une boîte. Et vous pouvez les remplacer par d'autres qui sont un petit peu plus hauts. Et ça permet tout simplement de relever un peu votre clavier. Le câble est gainé. Ça, c'est plutôt chouette. Et puis, c'est à peu près tout pour cette partie-là. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un clavier qui est super long. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a des touches en rab, entre guillemets, sur le côté. Ici. Déjà, si vous enleviez tout ça, ça permettrait d'avoir un clavier moins long. Mais ce qui est important de relever, c'est que c'est pas un clavier, enfin, ils s'en fichent complètement que le clavier soit long. C'est pas la problématique. Ce qu'ils veulent, c'est que c'est un clavier qui offre un max de fonctionnalités. Et en l'occurrence, bah, c'est ce qu'on a. Par contre, bien, moi, je trouve qu'il y a une petite incohérence. Mais dites-moi là, par contre, ce que vous en pensez, parce que moi, encore une fois, je débute dans ces tests-là. Donc, mon avis est le suivant, c'est que pour un gamer qui notamment a un tapis de souris super balèze comme le mien, par exemple, à mon Funk, mon bureau il a une taille limitée et j'ai pas envie d'avoir les bras écartés pour taper, pour jouer par exemple. Donc concrètement, là vous le voyez, il est posé sur mon tapis de souris. Parce que mon écran est là dans cet axe-là, j'ai envie d'avoir ma souris à peu près par ici, là, par là. Et cette zone-là, bah, j'en ai pas besoin parce que moi je mets mes doigts ici. Donc si je devais faire ça proprement, je le ferais comme ça. Ça veut dire que j'ai une main là, une main de l'autre côté. Pour moi, c'est pas confortable. Donc, je sais pas quoi en penser honnêtement. Moi, à la base, j'utilise un clavier qui est beaucoup moins long et qui permet justement de fonctionner avec mon tapis de souris plutôt large. Mais concrètement, je me pose sérieusement des questions parce que pour un gamer, est-ce que c'est confortable d'être écarté comme ça avec un clavier avec un bureau au final qui est rempli avec un clavier, un tapis de souris juste à côté. Et pour moi, ça prend beaucoup trop de place. Donc ça c'est mon avis, maintenant ça va dépendre de vos usages, bien entendu, peut-être que vous trouverez qu'il n'est pas spécialement long ou quoi que ce soit, peut-être que le fait d'avoir le tapis ici et à côté le clavier ça vous conviendra tout à fait, mais il y a un truc qui est important, c'est que si vous aimez bien avoir votre écran, ici imaginons votre souris un peu à droite mais centrée dans son tapis, et puis pouvoir taper comme ça, mais en étant en face de votre clavier, enfin en face de votre écran, il faut quand même que les touches ici, elles soient en face de votre écran. Donc moi, en l'occurrence, je vais vous montrer ça. Mon écran, il se termine ici, il dépasse de la caméra. Mais on va dire que le centre de mon écran est ici, ok? Je suis assis en face de mon écran, puisque c'est quand même comme ça qu'on essaye de se mettre. Ça veut dire que si je voulais être bien confortable, concrètement, il faudrait que je tape comme ça. Et là encore, mon écran, le centre, il est ici. Donc il faudrait que je le décale encore un petit peu pour être vraiment bien.
Et à partir de là, moi, en fait, il y a 3 quarts de mon tapis de souris qui sont bouffés par le clavier. Donc voilà, ça c'était juste pour ma petite réflexion là-dessus. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis par rapport à ce point-là. Parlons un peu utilisation. Moi, comme je vous disais, je l'ai utilisé vraiment comme clavier principal au quotidien pendant une grosse semaine, à savoir pour rédiger des articles et également pour jouer. Première chose que j'ai trouvé un peu dommage, il y a beaucoup de points positifs dessus, vous inquiétez pas. Hein. Quand je dis première chose qui est dommage, c'est pas forcément ça. Mais un élément que je trouve vraiment dommage, c'est cette zone-là, le repose-poignet, il est beaucoup trop court. Euh, Concrètement, comment on tape sur un clavier? On se met comme ça, d'accord? On a les mains qui arrivent ici. Je me mets pas comme ça, je me mets pas comme ça. Ok? Ça va dépendre de la taille de vos mains, mais personnellement, c'est comme ça que je tape. Donc je tape comme ça. Quand je tape comme ça, comme vous pouvez le constater, le rebord qui est juste ici, il arrive en plein milieu de ma main. Donc il arrive en fait, d'ailleurs j'avais une trace, il arrive exactement ici. On peut pas dire que ce soit extrêmement confortable. À côté de ça, le clavier est vachement relevé. Donc là, ça fait à peu près, ça fait ça de hauteur. Donc ça arrive rarement, mais je vous montre un peu le truc. Si vous appuyez d'ailleurs là, il est capable de se relever puisqu'il est vraiment surélevé à cet endroit-là. Donc concrètement, quand vous tapez, vous avez les mains qui sont posées sur cette zone-là qui est pas confortable et c'est vraiment pas terrible. Il y aurait eu deux possibilités par rapport à ça. Soit ça va jusqu'à, je dirais jusqu'à là. Il y en a plein de claviers qui font ça, notamment chez SteelSeries. On a des claviers avec des repose-poignets super fat, mais c'est pas du goût de tout le monde. Ou bien couper cette zone-là, qu'elle soit pas là, de façon à ce que je puisse taper comme ça en ayant ma main qui repose finalement sur le bureau. Je veux dire, en soi, c'est pas un problème. Donc voilà, d'un il est trop court, de deux il est surélevé. S'il était court, mais qu'il était à la hauteur à la fin, qui se terminait à la hauteur de mon bureau, ça poserait pas de problème. Mais comme là il est en surélevé, c'est vraiment pas confortable. Donc ça c'est un des premiers points qui m'a gêné dès le début finalement quand je l'ai utilisé au quotidien pour frapper. Ça fait bizarre frapper, mais c'est ça, c'est frapper du texte, enfin taper du texte on va dire plutôt. C'est moins bizarre. Mais on va dire que voilà, c'est le premier élément, au-delà de la longueur qui d'après moi est vraiment exagérée, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de fonctions. Ensuite, pour taper au quotidien, honnêtement, la sensation est très bonne. Je vais essayer, je vais me mettre, je sais pas, dans une interface pour vous rentrer du texte. Alors au niveau, donc la sensation est bonne, il y a un bon retour, il n'est pas instantané, mais je pense que beaucoup moins rapide qu'un mécanique, mais ça reste à mon sens excellent. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu de soucis par rapport à ça. Côté bruit, parce que c'est généralement important, je vous laisse écouter, je vais vous faire écouter peut-être un peu ça en baissant le micro pour vous. C'est un peu plus fort que moi le clavier à membrane que j'utilise normalement, mais c'est aussi dû au fait qu'il y a quand même un trajet, on va dire, de la touche qui est assez important. Et c'est ce qu'on aime bien aussi, par exemple, sur les claviers mécaniques, c'est le fait qu'on ait vraiment le sentiment d'appuyer sur la touche. Et là, on le retrouve ce côté-là. Donc, par rapport à ça, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et au niveau de la position des touches, il n'y a rien à dire, rien de particulier, elles sont pas trop serrées, pas trop espacées. Moi je me suis habitué très rapidement et c'est vrai que pour frapper, pour taper du texte plutôt, c'est plutôt confortable. Donc salut les amis, ça va, que voulez-vous faire aujourd'hui? Bon voilà, c'est confortable, il n'y a aucun souci. Pour vraiment un clavier, si vous cherchez un clavier à la fois qui soit confortable pour entrer du texte et à la fois pour jouer. Pour jouer, écoutez, je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, je joue surtout à des FPS en ce moment, ou à du Minecraft, des choses comme ça, où concrètement, les touches que j'utilise réellement, c'est celle-là. Parfois E et parfois quelques touches autour. Le reste, j'en ai absolument rien à faire. Il y a espace par contre. Alors, espace, le fait qu'il soit balèze, c'est sympa pour taper du texte. Franchement, c'est pratique, mais surtout quand vous jouez. Normalement, c'est la touche de saut, mais ça va dépendre des jeux auxquels vous jouez. Et clairement, le fait de pouvoir appuyer n'importe où dessus pour sauter, c'est vraiment très sympa. Donc ça, moi, j'approuve très largement. Elle fait un peu de bruit.
Mais on sent quand même que c'est costaud, il n'y a pas de souci. Après, en jeu, la réactivité est bonne. J'ai pas eu de soucis particuliers par rapport à ça. Le ghosting marche bien, apparemment. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc là, regardez. Ok. Donc toutes les touches sont pas équipées de ghosting. Et donc on va faire un test. J'avais réussi à le faire. Voilà, regardez. Donc là, j'appuie sur PLM, ok. C'est 3 touches qui sont proches. Donc a priori, elles peuvent aussi se chevaucher du point de vue du circuit, blablabla, le truc dont je vous parlais. Donc j'appuie en même temps, vraiment en même temps. Vous voyez, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui s'écrit, il n'y a que des M qui s'écrivent. Là, j'appuie vraiment sur les 3 en même temps. Ok. Si je fais la même chose, mais sur un triangle plus Q, Z et S, et bien ça continue, ça continue, ça continue. Ça, c'est ma façon de tester le ghosting. Après, en jeu, honnêtement, moi, j'ai jamais eu de problème de ghosting visible, vraiment, avec un clavier pas équipé. Donc, je peux pas vraiment vous en parler. En tout cas, là, je viens de vous faire la démo, ça fonctionne bien. Ça fonctionne également, donc là, j'ai testé celle-là. Normalement, voilà, ça marche très bien aussi. On peut se décaler encore, ça marche. Après, là, voilà, c'est à partir de là... cette zone là que c'est plus intéressant. Il y a les flèches qui fonctionnent bien, ça c'est plus dur de tester. Il y a espace aussi. J'ai pas eu de soucis de ghosting et c'est vrai que ça, vous le voyez là, ça a l'air de bien fonctionner. C'est pas un souci réel. Que dire de plus en jeu? Je vous ai dit, hein, honnêtement, c'est plutôt sympa. Et puis après, on va parler du coup, je pense, de l'engin, de l'engine. Donc il y a un logiciel qui est proposé et là, je vais vous le mettre du coup sur l'écran à côté. Je vais remplir tout à fait l'espace. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, ça s'appelle le SteelSeries Engine, je crois. Comment il l'appelle? Oui, on s'en fout en fait. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et je vais vous montrer au passage les couleurs. Je vais enlever mes lumières. C'est un peu sombre temporairement, mais ça va vous permettre de voir. Donc là, je suis dans un profil. Je vais d'abord vous montrer les profils que vous pouvez créer. Donc à gauche, j'ai des profils sur lesquels je peux basculer. Et moi, j'en ai un qui s'appelle Axel. Dans Axel, j'ai Colors, les couleurs, et dans lequel je peux mettre 4 profils de couleurs. Et dedans, vous pouvez déterminer vraiment tout ce que vous voulez sur toutes ces zones-là. Donc il y a la zone là, qui est la zone jaune, qui est celle avec le logo SteelSeries et également les lumières latérales, voilà, sur les côtés. Ensuite, on a la zone ici, tout en haut, c'est les F et les M. Et on a la zone à gauche aussi, avec les autres M. Mais c'est MX. Voilà, c'est ces touches MX. Vous pouvez changer la couleur. Je vais vous montrer ça dans un instant. Ensuite, on a la zone du clavier à proprement parler, on va dire. Et après, on a tout le reste des touches, donc imprimer écran, le pavé numérique, les flèches. Ça, vous pouvez changer toutes les couleurs comme vous voulez. Je vais vous faire une petite démo. Donc là, on va essayer de zoomer un petit coup sur là vous voyez à peu près les nuances de couleurs, c'est moins marqué qu'à l'œil, hein, honnêtement, dans la vidéo, donc vous attardez pas forcément là-dessus, mais c'est juste pour faire la petite démo. Donc là je suis au maximum de la luminosité. Ça c'est jaune. Ça se voit pas vraiment là. Attendez, je vais peut-être changer de profil, peut-être ça va vous aider. Qu'est-ce qui est plus... Ça c'est assez marqué, bon ça change pas grand chose, je vais vous les changer de toute façon. Donc là c'est la zone qui est actuellement jaune. Dans l'interface, j'ai juste à cliquer dessus et je peux choisir après parmi 16 millions de couleurs. On a une palette de couleurs complète et je peux totalement changer la couleur. Donc là, par exemple, je vais partir sur un rose bien fluo pour qu'on voit bien dans la vidéo. Alors, quand on l'a appliqué, ça, il y a un tout petit truc qui est un petit peu chelou avec le engine et c'est peut-être moi qui ai mal compris. Ça marche, mais c'est pas instantané, ça va dépendre en fait, et c'est très bizarre. Donc là vous voyez la couleur c'est pas mise à jour alors que je suis sur le bon profil actuellement. Vous voyez là Active Layer. Si j'appuie par contre une fois sur Axel et que je fais Save Changes, pardon, j'arrive pas à parler, voilà, ça a sauvegardé mon changement. Mais j'ai déjà constaté parfois qu'il est tout à fait possible de mettre à jour les couleurs sans sauvegarder après. Je sais pas, c'est bizarre. Mais en tout cas, la meilleure solution, c'est de faire ça. C'est tout simplement d'avoir un profil que vous créez pour vous, vous faites vos couleurs et vous faites sauvegarder. Donc on va en changer une autre. Donc par exemple ici, je vais mettre vert. Toutes les couleurs se voient pas forcément très bien.
Donc là, j'ai un vert qui ressemble à ça. Je peux changer également les touches du clavier. On peut les mettre, imaginons un bleu. Voilà. On était déjà bleu, mais je les ai un peu ajustés. Je vais juste changer une dernière fois pour vous montrer. Alors, je trouve que les touches M et F, là-haut, elles se voient beaucoup moins. Enfin, elles se voient beaucoup moins là, c'est parce que la luminosité était baissée. Mais même d'une manière générale, je trouve qu'elles sont moins bien visibles. Donc, je sais pas, je vais mettre une couleur bien fluo pour essayer de voir. Toc. Elles sont quand même moins flashy que celle-ci. C'est probablement simplement dû au fait que la lumière sort de l'inscription et que là l'inscription est plus fine. C'est clair que là ces touches là on les voit beaucoup mieux parce que bah, là c'est un O et c'est balèze. Là c'est un petit F et un petit 9. Donc voilà, ça c'est juste pour info. Vous pouvez ensuite changer rapidement avec vos profils avec les touches ici. Toc, 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 toc. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et puis je vais rallumer la lumière. Hop. Et on va continuer dans l'interface parce qu'il y a pas mal de choses à voir encore. Alors, donc les couleurs, on en a fait le tour. Donc vous avez ces profils-là que vous personnalisez. Et vous pouvez changer, je vous ai montré la densité, la luminosité, on va dire, de chaque zone individuellement. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vous avez votre aperçu des touches ici, comme ça. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur une touche. Donc par exemple, hop. Et vous avez la possibilité de créer une action. Et là, ça va être les différents layers aussi. Vous pouvez avoir différents layers et a priori changer la macro en fonction de ça. Donc là, j'ai différentes possibilités. J'ai des macros de key press. Donc là, faut les enregistrer comme ça. Donc là, par exemple, je peux dire que M1, ça va être l'équivalent de, je sais pas, d'appuyer sur 1 et 7 du clavier. Imaginons. Et du coup, quand je ferai ça, et ça peut enregistrer les délais, les pauses quand vous tapez. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez également lancer une application. Donc vous allez chercher simplement votre application directement. Donc ça, c'est intéressant également. Vous avez des macros de type texte. Donc je vais vous lire le texte là, mais il y a écrit "This type of action will copy and paste the text when it is run." Et ça, c'est pour des commandes, par exemple, dans la console. Donc, typiquement, si vous voulez faire un bind d'achat dans CS, j'ai pas testé, je vous le dis, mais a priori, c'est comme ça que vous faites. Donc, par exemple, vous faites buy, weapon, machin, truc, enfin, je sais plus comment ça s'écrit. Bref, peu importe. Et donc là, vous faites comme ça, et en fonction des logiciels et des jeux, ça devrait marcher quand même la plupart du temps, et vous pouvez complètement ne pas l'utiliser, donc la mettre en disable, enfin ne pas faire de macro dessus, il n'y a aucun souci de toute façon. Et ça c'est pour M1. Je pense à peu près tout ce qu'il y a à voir sur cette interface là. Ensuite, dans cet onglet Settings, on peut changer ce qu'on appelle le polling rate. Alors ça c'est applicable aussi sur des souris. En gros, si je me trompe pas, c'est la fréquence à laquelle là en l'occurrence le clavier va envoyer des informations à l'ordinateur pour dire y a ça qui se passe de mon côté. Et j'ai pas testé, là il est au max. Je sais pas, honnêtement j'ai pas eu de problème de réactivité. Est-ce que ça peut avoir un intérêt de le baisser? Je n'en suis pas certain. Donc je l'ai laissé à 1000 Hz et honnêtement ça marche bien. Après si vous avez envie vous pouvez descendre après jusqu'à 125. Et je regarde la petite tooltip à droite, la fréquence. Ouais non mais c'est ça. Increasing it may improve response time for button presses, but will require slightly more power. Ok, donc c'est juste, voilà, c'est la gestion de l'énergie. Donc si vous mettez, de l'énergie de l'ordinateur, donc si de la puissance, on va dire. Si vous le mettez au max, ça va demander un petit peu plus de puissance. Voilà. Et ici, vous pouvez changer le layout de votre clavier. Je l'avais mis USA, mais en soi, ça change. Moi, ça n'a rien changé, donc je sais. Bon, voilà. Ensuite, là, c'est les propriétés de mon profil, Axel. Vous lui mettez un nom et vous pouvez également, ça c'est quoi déjà, set de profile to be... Voilà, ça c'est plutôt chouette. C'est par exemple, je lance CS et j'ai envie que quand CS est lancé, ça active automatiquement mon profil avec toutes mes macros CS. Ben, je peux le faire.
Je peux créer un profil pour chaque jeu et avoir du coup normalement des couleurs différentes, des macros différentes sur mon clavier enfin automatiquement, sans même avoir à choisir le truc dans les settings. Donc ça c'est quand même super cool. Donc typiquement vous lancez un MMO, vous lancez WoW, vous avez peut-être toutes vos touches latérales qui sont personnalisées pour WoW. Et puis après, quand vous jouez à LoL, et ben vous avez vos touches latérales qui sont personnalisées pour LoL, parce que clairement, ça, c'est pas la même chose. Donc c'est plutôt chouette. Et puis vous avez des stats. Alors les stats, ça demande, c'est un peu naze, parce qu'au final, ça demande à être lancé. Et je pense que ça prend du processus. Mais vous pouvez faire des stats et après, regardez, je vais taper salut les amis. Voilà, je peux taper. Et quand je fais stop, après, il va me montrer la fréquence d'utilisation des touches. Donc là, actuellement, j'ai tapé que sur celle-là. Si ça vous intéresse, juste au moins d'avoir une petite idée de si. Où est-ce que vous. Par exemple, quand vous jouez à un jeu, vous voulez voir exactement quelle touche vous utilisez en permanence. Et aussi voir si vous vous trompez parfois, est-ce que vous appuyez sur les mauvaises touches, ce genre de choses. Donc c'est pas inintéressant si vous aimez bien ce genre d'informations. Je pense que j'ai fait le tour à peu près dans l'interface. Elle est plutôt bien faite. Ouais, je trouve qu'elle est assez bien faite. J'ai mis un peu de temps à comprendre exactement comment ça marchait. Un des trucs qui me perturbe moi, c'est les ressources utilisées. Donc là on regarde, je sais pas si oui vous voyez mon gestionnaire de tâches, le SteelSeries Engine, il est à 180 de mémoire. Donc ça fait que voilà, quand vous jouez typiquement, ça se sent pas, mais moi ça me saoule que le logiciel il tourne en tâche de fond et il prenne autant de mémoire, de RAM. À côté de ça, si vous ne le lancez pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous ne pouvez pas accéder à vos macros et vous ne pouvez pas accéder aux différentes lumières. Vous avez un profil qui reste activé bien sûr. Mais bon voilà, ça c'est donc pour info. Et on va faire un petit test d'ailleurs, là je suis à 180 et je vais voir ce que ça change si je passe à ça à 125. Est-ce que j'ai moins de ressources réellement utilisées? Je sais pas si ça se réduit que à ça, mais en tout cas je suis toujours à 180, donc peut-être qu'il faut relancer le logiciel ou je sais pas. Bon, en tout cas voilà, on tourne quand même à quelque chose d'assez costaud côté utilisation de la mémoire pour le logiciel, ce qui est peut-être un petit peu dommage. Voilà, c'est à peu près tout hein, pour ce test du SteelSeries Apex, qui est un clavier que je trouve vraiment sympa pour à la fois le gaming et à la fois pour la frappe au quotidien, pour taper du texte, entrer du texte en bonne quantité, puisque il est confortable tout à fait. Après, c'est clair, comme je vous disais, moi je le trouve vachement long, donc ça va dépendre de vos besoins à vous, vos utilisations. En tout cas, pour moi, je l'achèterai pas parce que je le trouve trop long. J'avais d'ailleurs acheté un clavier spécialement plus court, bien compact. Donc voilà, je passe de mon clavier compact à celui-ci et clairement il y a un gap entre les deux. Et c'est aussi pour ça que je vous dis ça. Maintenant, c'est clair que si vous avez un grand bureau et vous jouez d'une façon peut-être où vous avez les bras plus écartés ou je sais pas, bref, à vous de voir. Ça peut ne pas être gênant. Et il y a quand même beaucoup de claviers de gamer qui sont quand même costauds. Je trouve que ce repose poignet, il est pas assez bien, enfin il est mal fait, on va dire. Personnellement, moi ça me dérange d'avoir la main posée toujours à mi-chemin dessus. Je sais pas sur quel être humain ils sont basés pour le fabriquer, mais pour moi c'est pas agréable. Et puis la quantité ça c'est juste les trois petits points négatifs on va dire, mais la quantité de RAM utilisée par l'engine SteelSeries qui est à mon sens un peu trop élevé, mais maintenant c'est pas réellement gênant si vous avez une bonne machine. Et puis après au niveau des points positifs, bah c'est globalement un clavier super premium avec un câble gainé. Là on a deux USB. C'est pas du mécanique, mais on a quand même une bonne sensation. Il y a le ghosting, enfin l'anti-ghosting plutôt. Il y a les différentes zones de couleurs, ça c'est plutôt chouette. C'est gadget, je trouve, mais c'est chouette. On a également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La quantité de touches pour faire des macros et avec un logiciel qui est bien fait quand même pour faire vos macros si vous êtes un amateur de ce genre de choses. C'est pas que pour le gaming d'ailleurs, hein, vous pouvez très bien configurer M12. Moi j'ai configuré M12 pour lancer la calculatrice. Voilà, c'est pas très gamer, mais c'est ce genre de truc. Après vous pouvez faire bien sûr plus de choses que ça ça peut aller très très loin en termes de macros, ça c'est plutôt chouette. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser CTRL
CTRL F1 pour faire des macros, vous utilisez vos touches sur le côté qui sont vachement bien en termes d'accès, vous utilisez les M qui sont en haut, il y a vraiment de quoi faire et ça fait plutôt plaisir. Je trouve que 100 € c'est cher pour un clavier, mais pour un clavier qui a autant de fonctionnalités, ça me paraît plutôt pas mal. Et puis si vous voulez la même chose mais un peu moins cher et peut-être sans les lumières, les petits gadgets, et ben le Apex Raw, il est plutôt sympa et il est à 70 €. Donc voilà, avec toujours bien sûr la possibilité de faire des macros, ce genre de choses. Vous avez un petit peu moins de touches, vous avez un peu moins de fonctions, mais vous disposez quand même de bonnes options et de toute façon la même qualité au niveau du ghosting, etc. Que ce Apex là. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ce test vous aura plu, vous aura un peu éclairé sur ce clavier. J'en ferai d'autres, j'ai d'autres produits que je vais recevoir a priori de SteelSeries et d'autres marques également. Ça va venir progressivement, le temps vraiment que je me fasse un peu connaître des marques, etc. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile, hein, comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.